Encore? On est au début des années 60 et Mercedes-Benz vend la voiture la plus rapide d'Allemagne et même l'une des voitures les plus rapides du monde, la 300 SE. Vom reichhaltigen, gediegenen Komfort des 200 bis zum noch immer funktionellen Luxus des 600. Du moins sur autoroute, parce que sur circuit, avec seulement 170 chevaux, elle parvenait pas à tirer son épingle du jeu. Du coup, Mercedes y demande à 2 de leurs ingénieurs de bosser sur ce moteur pour en sortir plus de puissance. Et vous savez comment ils s'appelaient? Hans Werner Hofreit et Erhard Melcher. Mais c'est écrit ici. Melcher, il prend le système d'injection d'une 300 SL Gullwing qu'il met sur le moteur de la 300 SE. Et rien qu'avec ça, la puissance passe à 240 chevaux. Sauf qu'un jour, ils reçoivent un coup de fil, ou un télégramme. Un truc de vieux, quoi. Le programme de compétition est terminé. Merci d'arrêter tout de suite toutes vos activités et de reprendre le cours normal de votre travail. Et vous savez quoi? Ils acceptent sans broncher. Ils retournent à leur travail d'avant, fabriquer des gros moteurs diesel. Enfin, en apparence seulement, parce que tous les soirs, ils ramènent sous le manteau le moteur sur lequel ils ont bossé. Et quand il était enfin prêt, vous savez ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont monté sous le capot de la voiture de l'un de leurs collègues, un certain Manfred Schieck. Manfred, il prend sa voiture avec le moteur que ses 2 potes lui ont préparé, et il prend le départ du championnat allemand de tourisme en 1965. Il va gagner 6 des 8 courses sur lesquelles il s'est engagé. C'est comme ça que va commencer l'une des sagas les plus folles de l'automobile. Un an plus tard, en 66, Hofreit démissionne de chez Mercedes-Benz. Ciao les losers! Et il convainc son copain Melcher à le suivre. Pour faire quoi? Pour réaliser leur rêve! Construire des voitures de sport! Et tous les deux, ils vont s'installer dans la ville de Großaspar. C'est pas ma faute si ces noms sont impossibles à prononcer. Mais si vous avez bien suivi, vous devriez savoir de quoi je parle. Hofreit, Melcher, Großaspar. Eh ouais, AMG. Ils se construisent un petit atelier dans le garage de la maison de campagne de l'un d'entre eux. Et ils s'attaquent à un nouveau modèle, la 300 SEL. Ha! Une limousine de plus de 5 mètres de long, quasiment 2 tonnes sur la balance. En revanche, elle avait un moteur gigantesque. Et ça, c'est ce qui les intéressait tous les deux. Un V8 de 6 litres 3 de cylindrée, c'est énorme! Mais comme c'est pas assez, ils le passent à 6 litres 8! Ils la rabaissent, ils l'élargissent, ils remplacent l'acier de la carrosserie par de l'aluminium. Et puis ils remplacent les tout petits pneus par des énormes boudins. Bah ouais, fallait bien passer toute la puissance. Et à l'arrivée, ils avaient obtenu une voiture de course. Enfin, presque. Imagine une classe S d'aujourd'hui posée par terre, super large et préparée pour la course. Ça n'a pas de sens! Et ben c'était un peu ça. Une fois que la voiture était prête, ils l'ont engagée sur les 24 heures de Spa en 1971. Et au milieu de toutes les voitures de course légères, petites, hyper aérodynamiques, il y avait cette énorme 300 SEL. Et on peut pas dire que l'accueil a été chaleureux. Tout le monde s'est foutu de leur gueule. La voiture, elle ressemblait à rien, en même temps on aurait dit Frankenstein. Les concurrents, le public et même les journalistes, tout le monde se moquait de AMG. En même temps, personne les connaissait. Cette voiture, elle était tellement moche que les gens à Spa, ils lui ont donné le surnom de Red Pig. Ça veut dire cochon rouge. Sauf que tous les méchants là, les moqueurs, ils allaient bientôt fermer leur gueule. La voiture part 5e sur la grille. Et au bout de 24 heures, elle est première de sa catégorie. 2e au général. Et si elle consommait pas autant, elle aurait pu faire encore un meilleur résultat. S'il y a bien un truc qui a pas changé chez AMG, c'est la conso. Cette année-là, la 300 SEL remporte la victoire, évidemment. Mais elle permet aussi à AMG de se faire un nom. Personne ne les connaissait avant ça. Et à partir de là, tout le monde voudra des AMG. À tel point qu'à peine 4 ans plus tard, AMG emploie 12 personnes. 12 mécanos dont le travail consiste exclusivement à prendre des bases de Mercedes et en faire des armes. En 1986, AMG va présenter l'une des voitures les plus folles qu'il n'ait jamais conçues jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ni un cabriolet, ni un coupé, ni une supercar. Une nouvelle fois, c'est une grande, grosse et lourde routière. Une 300e dont le 6 cylindres faisait à peine 180 chevaux. Bah vous savez quoi, ils prennent ce moteur, ils le jettent. Et ensuite, ils prennent un énorme chausse-pied, ils prennent le V8 de la 560 SEC, qui est un autre gros coupé de Mercedes, et ils le mettent sous le capot de la 300e. Et comme par magie, la puissance passe de 180 à 360 chevaux. 360 chevaux! Et vous savez quoi? Il existait même une version à 385 chevaux, pour les gens à qui ça suffisait pas et qui étaient vraiment trop riches. Il fallait vraiment avoir beaucoup d'argent pour se payer une AMG. La 300e avec le V8 sous le capot, vous savez combien elle coûtait? 1 million de francs. Ça vous dit rien? C'était le prix d'une Ferrari Testarossa ou d'une Lamborghini Countach à l'époque. Une Mercedes à 1 million de francs, mais qui est-ce qui achète ça? Bah, des gens qui veulent déposer des Lamborghini et des Ferrari dans une voiture avec 4 vraies places et tout le confort. Cette voiture, elle est tellement badass qu'un journaliste va écrire à son sujet qu'elle a autant de subtilité qu'un marteau. Ce journaliste, il était anglais. Et marteau en anglais, ça se dit hammer. Et hammer, c'est encore le surnom de cette voiture aujourd'hui. Elle sera déclinée en coupé, en 4 portes et même en break. Les ateliers AMG tournent à plein régime, les commandes pleuvent, à tel point que Mercedes prend contact avec AMG. S'il vous plaît AMG, laissez-nous vendre vos voitures. On vous ouvre les portes de toutes nos concessions, partout dans le monde. Et là, faudrait être con pour dire non. C'est pour ça qu'ils ont dit oui. Désormais, on pouvait acheter son AMG directement chez Mercedes, tout en bénéficiant de la garantie du constructeur. Mais tout ça sans contrat d'exclusivité entre Mercedes et AMG. Ce qui veut dire que AMG avait toute la liberté de travailler avec d'autres constructeurs s'il le voulait. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y avait eu des Mitsubishi AMG?
Ha! Eh si, ils ont modifié 2 modèles chez Mitsubishi. En 86 sort la Mitsubishi Debonair AMG, une limousine du constructeur japonais qui n'avait rien de particulier ni de sexy. Du coup, AMG, ils font quoi? Ils prennent plein de drogue et ils conçoivent un kit carrosserie qui ressemble à rien du tout. Et côté moteur, eh bah, ils font rien. Ah si, ils mettent un échappement qui fait du bruit. Et c'est tout. On fait tous des erreurs. En 89, ils remettent le couvert avec la Mitsubishi Galant AMG. Cette fois-ci, ils travaillent un petit peu plus sur le moteur. La puissance passe de 140 à 170 chevaux. Et puis on retrouve le volant typique des AMG. Pour le luxe, un pommeau de vitesse en bois et des sièges en cuir. Ces 2 modèles étaient des séries très limitées réservées exclusivement au marché japonais. En même temps, je sais pas qui d'autre en aurait voulu. Si ma mémoire est bonne, c'est la seule fois où AMG s'est aventuré à faire autre chose que des Mercedes. En même temps, les mecs, vous faites ça bien, cherchez pas à faire autre chose. Jusqu'au début des années 80, AMG, ils étaient un peu seuls sur le segment des berlines sportives. Sauf qu'à un moment arrive une certaine BMW M3. Enfin, de la concurrence! Et à partir de là, chaque nouvelle BMW M3, AMG sortira une classe C, la C36 AMG de 280 chevaux, la C43 AMG de 306 chevaux, et la C55 AMG avec son énorme V8 de 347 chevaux. Déjà qu'ils avaient pas de limite, en plus avec un concurrent, ça devenait n'importe quoi. Chaque moteur AMG est monté à la main par un seul mécano, qui dispose de ses propres outils. On n'a pas le temps de partager quand on fait des moteurs chez AMG. En moyenne, un mécanicien chez AMG met 3 heures à monter un moteur, de A à Z. Et ils sont tellement fiers de leur travail qu'ils apposent une plaque avec leur nom sur chacun des moteurs qu'ils montent. Voyant que le succès d'AMG c'était quelque chose de vraiment durable, Mercedes leur propose un contrat d'exclusivité. Et encore une fois, faudrait être con pour refuser. C'est pour ça qu'ils ont accepté. À partir de là, il y aura des AMG pour quasiment chaque modèle de Mercedes. Et les 2 mécanos qui avaient commencé tout seuls dans leur garage, ils allaient bénéficier de l'appui financier, de la recherche et développement et des économies d'échelle d'un énorme constructeur. Suite à cette union, vous savez quelle est la première voiture qu'ils ont conçue? Une classe C! Une classe E! Une classe S! Non. Mais non, pas du tout, aucune des 3! La première voiture qu'ils ont conçue ensemble, c'est l'incroyable CLK GTR. Une voiture de course homologuée pour la route. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont conçue. Pour s'engager en compétition, il fallait produire 25 voitures homologuées pour la route. Et comme ils sont fous, ils en ont fait 26. 20 coupés et 6 roadsters, avec un V12 de 6 litres 9 et 600 chevaux sous le capot. Et une vitesse maxi de 344 km/h. Une bagnole, mais surtout un moteur incroyable. Ce V12, il aurait pu disparaître avec la CLK GTR. Mais vous savez quoi? Ils ont décidé de le réutiliser. Pour le mettre où? Sous le capot d'un Classe G. Ils ont continué d'en fabriquer quelques-uns pour un autre petit constructeur, Pagani. Donc tu veux dire qu'il y a des mecs qui roulent en Classe G avec un moteur de Pagani sous le capot? Tout va bien? Ok. Après la CLK GTR, qui, soit dit en passant, est l'une des supercars les plus incroyables jamais conçues, AMG a continué de modifier toutes les Mercedes qui leur passaient sous la main. Et quand je dis toutes, c'est toutes, sauf la classe B. Mais en même temps, la classe B... Classe A, classe C, classe E, classe G, classe S, il y a même un classe R, un monospace AMG. Mais ils sont complètement fous. Il y a des AMG pour tous les goûts. Pas pour tous les portefeuilles. Le passage chez Mercedes-Benz a forcément fait perdre un peu du côté artisanal d'AMG. Ils sont passés d'une grange à une usine. Mais on peut pas nier le fait qu'ils continuent de faire des voitures incroyables. Des dragsters qui n'ont qu'un seul objectif dans la vie, défoncer les pneus. La prochaine classe A AMG par exemple, avec son petit 4 cylindres turbo, elle est annoncée à 421 chevaux. Et cette fois-ci, il va y avoir un mode drift. Et en parlant de drift, toutes les AMG sont des machines à faire des dérives. C'est incroyable. Bon, quand on s'est glissé. Hein, Guillaume? Parfait! Bon, bah je crois que vous savez tout sur l'histoire de ces 2 mecs qui ont commencé dans le garage de leur maison de campagne et qui vendent aujourd'hui des millions de voitures. Allez, ciao!